Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Louis-Carl Vignon, le président de Ford France. On parlera de l'électrification des véhicules utilitaires, enjeu majeur du secteur de la logistique pour aller vers des villes évidemment moins polluées et plus connectées, vous verrez. Mais le débat de ce Smart Impact, il portera sur la décarbonation de l'industrie avec ce partenariat mondial signé par Dassault Systèmes et Envision Digital. Vous verrez comment la 3D peut devenir un accélérateur de cette transformation environnementale. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups, je vous présenterai Carnadex et c'est l'heure de pêche éco-responsable. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact. Bonjour Louis-Carl Vignon, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le président de Ford France, votre marque dédiée aux véhicules professionnels s'est associée à YouGov pour explorer les solutions de désengorgement, de dépollution des villes. On va évidemment revenir sur cette étude en longueur, mais d'abord, Ford Pro, c'est quoi? Première marque de véhicules utilitaires en Europe, qu'est-ce qu'on peut dire de Ford Pro? Absolument, Ford Pro c'est la première marque de véhicules utilitaires en Europe. En réalité, Ford Pro c'est un écosystème que nous avons créé depuis maintenant 2 ans. Évidemment, on commercialise des véhicules utilitaires depuis bien plus longtemps. Ouais. On est leader en Europe depuis plus de 7 ans maintenant. Et donc, dans cet écosystème Ford Pro, on a voulu adresser les 5 problématiques principales des utilisateurs de véhicules utilitaires, qu'ils soient artisans ou logisticiens. On va parler un peu plus de logistique après. Le premier d'entre eux, évidemment, est le véhicule. C'est le cœur de notre métier. Donc, en ayant une gamme adaptée aux besoins, une gamme qui s'électrifie, puisque Ford s'est engagé à être neutre en carbone en Europe en 2035. De 100% de nos véhicules particuliers seront tout électriques en 2030, 100% des véhicules utilitaires également électriques en 2035. Donc le premier pilier, c'est le véhicule. Pour des véhicules électriques, il faut évidemment avoir la capacité de recharger ces véhicules. Donc on a un deuxième pilier, qui est le pilier qu'on appelle recharge, charging, donc pour adresser toutes les possibilités de recharge pour une entreprise, que ce soit ce qu'on appelle le dépôt de charging, donc pour une grande entreprise qui aura des véhicules qui reviennent au dépôt le soir, ou le home charging, si l'utilisateur ou l'artisan, par exemple, recharge à domicile. Donc ça veut dire que pour cette partie-là, on va continuer de développer les autres, vous vous occupez de quoi? D'installer les recharges dans une entreprise qui a une flotte de véhicules, par exemple? Absolument. On va faire l'étude, vraiment le survey sur le lieu, pour savoir quelle est la typologie, d'abord combien de bornes va avoir besoin l'entreprise. Est-ce que les infrastructures existantes sont suffisantes? Est-ce que les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes? Évidemment, tout ce qui est génie civil, jusqu'à un transfo, si vous étiez une grosse entreprise avec un gros besoin de charge. Donc, on va s'occuper de cela avec nos partenaires. Et à l'opposé, à l'autre bout de la chaîne, je dirais, si vous êtes plus soit un particulier, soit un artisan, auquel cas vraisemblablement une wallbox en triphasé, 11 kW, ça va très bien suffire chez vous. Vous allez installer ça à la maison et là, c'est plus facile. Mais on va aussi vous fournir la box, le génie civil avec nos partenaires. Donc ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, il y a la connectivité, c'est ça? Alors absolument. Un pilier connectivité, data, on l'appelle aussi software chez nous. Tous nos véhicules utilitaires sont maintenant connectés depuis 2018. Et plus on va vers le véhicule électrique, plus il génère de données. Et cette donnée, générée par le véhicule, on peut y accéder de 3 façons, là aussi. Soit je suis artisan, donc je vais avoir les données sur mon smartphone, une application qui s'appelle Ford Pass Pro. Soit je suis une entreprise de plus grande dimension, et là je vais soit pouvoir accéder à un dashboard tout fait, avec un set de données déjà préexistant, ou alors vous êtes la grosse entreprise, multimarque, avec un gros parc de véhicules, vous avez déjà vos dashboards, et là je vais être capable de vous fournir, de vous vendre des données, on mettra une API pour que ces données puissent intégrer votre système. Donc ça c'est le troisième pilier, très important pour les logisticiens également. Ensuite on a évidemment un pilier que j'appellerais service, et là on a lancé il y a maintenant 1 an de cela une structure qu'on appelle Ford Live. Ford Live, le nom dit un peu ce que ça veut dire en fait. Ce qui est important pour une entreprise qui a un véhicule utilitaire, c'est que le véhicule utilitaire soit immobilisé le moins longtemps possible. Et donc Ford Live, c'est quoi? Ce sont des agents qui surveillent en temps réel les temps d'immobilisation de chaque véhicule utilitaire. Et dès lors qu'un véhicule utilitaire sera immobilisé dans une concession un peu plus longtemps qu'à la normale, plein de raisons possibles, pas de disponibilité de pièces, trop de charges à la concession, l'agent va intervenir, va appeler la concession
pour savoir quel est le problème et va éventuellement mettre en place tous les systèmes d'alerte dans l'organisation Ford pour que la pièce arrive plus vite si c'est ça le problème. Et puis le 5e pilier, c'est le pilier du financement. Évidemment, alors là aussi on est en train d'assister avec le véhicule électrique, c'est intéressant, à une mutation. Jusqu'à présent, les artisans achetaient beaucoup en crédit bail. Maintenant, on voit avec le véhicule électrique qu'ils se tournent plus, comme les grandes entreprises en fait, vers la location longue durée. Donc avec un terme, un kilométrage, et puis au final presque du sans souci. Alors je voudrais qu'on détaille un peu cette étude menée avec YouGov auprès d'un millier de professionnels de la logistique et des livraisons en France. La leçon principale, c'est quoi ? Alors la leçon principale est, on doit faire face à une réelle problématique. On avait fait une autre étude au Paralab qui est que d'ici à 2050, 70% de la population mondiale vivra en ville. On a vu depuis le Covid qu'il y a une réelle explosion du e-commerce, et la France d'ailleurs fait partie en Europe des pays où il y a la majeure adoption en termes de e-commerce. Et donc tout ça, ça va créer forcément une sorte de congestion en termes de circulation. Et donc les problématiques des 1000 logisticiens qu'on a interviewés, en l'occurrence, il y en a 3 essentielles. La première problématique est une problématique de logistique. Comment est-ce que je vais optimiser mon flux alors même que mes demandes de livraison explosent et tout le monde, on est dans le monde de l'immédiateté aujourd'hui, on vend tout de suite. Donc les gens veulent leur petit colis tout de suite, alors que peut-être ils pourraient aller le chercher au point relais en face, mais ils le veulent chez eux tout de suite. Le deuxième point est un point écologique, et d'ailleurs c'était très intéressant dans l'étude de voir que le facteur écologie est au même niveau, 33%, que le facteur logistique. Donc ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience de la part de ces intervenants logisticiens sur le marché. Et puis le troisième niveau est un problème économique. Comment est-ce que je vais faire avec ces nouvelles données, cette congestion, mes chauffeurs, des véhicules qui coûtent plus cher, pour permettre à mon entreprise de continuer à survivre et continuer à se développer. Donc on voit bien ce que l'électrification peut apporter, mais la partie data, connectivité, le fait que vos véhicules électriques d'aujourd'hui et futurs soient de plus en plus connectés, ça va permettre de faire quoi en termes de lutte contre la congestion de ces centres-villes ? Alors, la première chose, c'est qu'avec mon véhicule connecté, il a un logiciel de navigation intelligente, et donc il va me permettre d'optimiser ma tournée. Premier pilier, ça c'est le véhicule. Demain, et c'est là où la partie localité, les élus locaux ont un réel rôle à jouer, si on arrive à avoir ce qu'on appelle une ville connectée, à ce moment-là, le véhicule va pouvoir parler aux infrastructures. Et donc, en parlant aux infrastructures, mon véhicule va pouvoir me dire, par exemple, en amont d'un bouchon, qu'il vaut mieux passer par un autre endroit, et donc va me permettre plus encore d'optimiser ma logistique. Ensuite, la data va avoir un impact également sur l'aspect économique. Ce qui arrive très souvent, on voit souvent à Paris par exemple, une rue encombrée parce qu'un chauffeur est en train de livrer un colis, il n'a pas éteint le moteur du véhicule. Si c'est un véhicule refroidi, parfois il laisse la porte ouverte du véhicule. Et donc, à chaque fois, c'est 3, 4, 5 minutes où le moteur tourne. C'est de la pollution, c'est également de l'argent dépensé, puisque aujourd'hui, je consomme de l'essence. Si c'est un véhicule froid, éventuellement interruption de rupture dans la chaîne thermique, voire aussi, là encore, surconsommation, puisque le climatiseur, le refroidisseur du véhicule va devoir se remettre en marche. Donc tout ça sont des données qui permettent d'optimiser l'usage du véhicule. Il y a une demande des logisticiens que vous avez interrogés pour cette étude auprès des collectivités locales. Ils leur disent grosso modo accélérer ? Oui, absolument. Ça, c'est une réelle problématique et on le voit, c'est vrai pour la logistique, mais on le voit, j'irais même sur le marché en général. Les utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, attendent des pouvoirs publics, attendent des collectivités locales qu'il y ait une réelle réponse à leurs problématiques. Les logisticiens, par exemple, et on le voit bien à Paris, il n'y a aujourd'hui pas tant de points de charge que cela à Paris. Il commence à y en avoir dans les parkings souterrains. Mais avec un véhicule utilitaire, vous ne pouvez pas rentrer dans un parking souterrain la plupart du temps. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait une infrastructure qui se mette en place, qui va les aider dans cette transition vers des systèmes de déplacement plus écologiques. Je voudrais qu'on termine sur des questions qui vont au-delà des véhicules utilitaires, sur la batterie et la recherche et développement en matière de batterie. Est-ce que c'est aujourd'hui le secteur où il y a le plus d'argent dépensé ? Alors, je ne sais pas... c'est difficile dans l'absolu, je n'aurais pas la donnée. Clairement, nous, constructeurs, en tout cas, on dépense énormément d'argent à la fois pour l'électrification de nos véhicules et aussi pour être moins dépendants
en matière de batterie. Donc nous, on est en train de construire des gigafactories. Donc ça, c'est une grosse partie de l'investissement. Ford investit 50 milliards de dollars d'ici à 2025 pour électrifier sa gamme. Donc c'est absolument colossal. Une bonne partie de cet investissement, c'est sur ces gigafactories. Et dans le même temps, toute une partie de recherche-développement sur des technologies de batterie qui vont permettre d'avoir moins de mémoire de charge. Par exemple, vous voyez bien votre téléphone portable, plus vous le rechargez, moins il dure longtemps en termes d'autonomie. Donc on a une nouvelle technologie qu'on va lancer, nous, cet été, des batteries dites LFP, lithium et phosphate de fer, qui ont un peu moins d'autonomie que les batteries lithium-ion, mais par contre, elles se rechargent plus vite et surtout, vous pouvez les recharger d'une façon indéfinie et donc, il n'y a aucune mémoire de charge. On sait qu'ensuite, il y a ce qu'on appelle la batterie solide qui arrivera un peu plus tard, qui est également une autre évolution qui permettra à la fois d'avoir de la vitesse de charge et de l'autonomie sans mémoire de charge. Donc, on est en train de travailler beaucoup là-dessus pour rendre possible cette promesse de neutralité carbone en 2035. Et quand vous savez que sur un véhicule, 65% des émissions sur le cycle de vie, c'est l'usage des véhicules. Déjà, quand vous passez en usage zéro carbone, vous avez économisé beaucoup. Merci beaucoup, Louis-Carl Vignon. Et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, la décarbonation de l'industrie au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le Zoom de ce Smart Impact, j'accueille Florence Verzelen, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice générale adjointe en charge des industries du marketing et du développement durable, membre du comité exécutif de Dassault Systèmes, et vous annoncez un partenariat mondial avec Envision Digital pour accélérer la décarbonation de l'industrie. On va évidemment présenter ce partenariat, mais il faut parler de technologie et vos technologies propriétaires en quelque sorte pour commencer. Chez Dassault Systèmes, on parle de la plateforme 3D Experience. De quoi il s'agit? C'est quoi cette plateforme? Exactement. La technologie propriétaire de Dassault Systèmes et ce qui nous rend, nous, Dassault Systèmes, unique, c'est la 3D Experience Platform. Et cette 3D Experience Platform, elle permet de faire des jumeaux numériques, d'inventer en collaboration avec votre écosystème la voiture de demain, l'avion électrique de demain ou la centrale nucléaire de demain, de faire des simulations de l'ingénierie sur cet avion, cette voiture, cette centrale, et de planifier sa production et même éventuellement créer le jumeau numérique de l'usine qui va faire votre voiture pour la produire de la façon la plus efficace possible. Et grâce au jumeau numérique du produit, de la voiture, de l'avion, de la centrale, vous pouvez ensuite l'opérer de la façon la plus durable possible. Donc au cœur de la 3D Experience Platform, il y a les jumeaux numériques. Pourquoi ce partenariat avec Envision Digital? En quoi il consiste? Alors, Envision Digital et Dassault Systèmes partagent une conviction. Le monde de demain sera durable ou ne sera pas. Nous, notre raison d'être chez Dassault Systèmes, c'est Sustainable Innovation. Permettre à nos clients d'innover pour un monde durable. Donc, le partenariat entre Envision et Dassault Systèmes consiste à mettre en commun la plateforme de Dassault Systèmes 3D Experience avec la plateforme d'Envision Inos. Et Inos, c'est de l'IoT, de l'Internet of Things. Donc, il récupère des données des capteurs en usine ou sur des produits pour permettre justement d'intégrer toutes ces données dans les jumeaux numériques de Dassault Systèmes et rendre le produit, l'usine, l'écosystème plus durable. Typiquement, dans une usine, si vous avez toutes les données de l'usine, vous pouvez optimiser l'usine pour baisser l'impact CO2, baisser la quantité de produits que vous utilisez dans vos process et rendre l'usine plus durable. C'est ce que nous faisons avec Envision dans leur usine ACC de Dunkerque. Mais donc vous le testez déjà? Nous l'utilisons déjà. Vous l'utilisez déjà avec Envision, parce que les meilleurs tests, c'est les tests que vous faites chez vous. Mais nous sommes aussi en train d'utiliser ce partenariat dans tout ce qui est turbines éoliennes, avec le jumeau numérique des turbines éoliennes pour améliorer l'efficacité des turbines éoliennes grâce à des nouveaux matériaux et des process de production plus efficaces et plus efficients. Et demain, nous voulons aussi l'utiliser, toujours avec Envision, dans les ports et les aéroports, pour rendre les ports et les aéroports plus durables et plus efficaces en carbone. Donc les premiers secteurs, on l'a bien compris, énergie renouvelable, les éoliennes.
ports et structures portuaires plus durables. Il y a aussi des projets sur des gigafactories de batteries, c'est ça, sur lesquels ce partenariat pourrait se mettre en œuvre? Exactement. Alors, sur l'usine de Dunkerque d'Envision, c'est une gigafactory de batteries, mais Dassault Systèmes et dans beaucoup d'autres projets de gigafactory. Nous sommes particulièrement fiers de l'accord que nous avons avec Verkor. Alors, Verkor, vous le connaissez, cette équipe de 4 personnes qui a ouvert la plus grande gigafactory la semaine dernière et ça fait l'objet d'un partenariat avec Dassault Systèmes. Vous l'avez signé en octobre dernier, On l'a signé en octobre dernier. On a été particulièrement heureux d'être à l'inauguration la semaine dernière de l'usine qui a enfin vu le jour. Verkor, c'est quoi leur promesse? Leur promesse, c'est de faire des batteries en Europe qui vont coûter 4 ou 5 fois moins en carbone que les batteries qui sont produites en Chine. Et ça, c'est particulièrement important, mais ça demande de l'innovation. L'innovation au moment du design, de l'ingénierie produit, l'innovation au moment des process industriels dans la gigafactory. Et ça, c'est possible grâce au jumeau virtuel de la batterie et au jumeau virtuel de l'usine. Donc ça veut dire que le jumeau numérique dont vous nous parlez, très concrètement pour cette usine, pour cette gigafactory Verkor, ça a permis quoi? Ça a permis, comment ça a permis de créer une usine mieux, plus décarbonée que sans ce jumeau numérique? Alors, déjà, à la base, ça a permis d'imaginer une batterie plus décarbonée que sans jumeau numérique. Parce que quand vous inventez votre batterie dans le monde numérique, vous pouvez tester plein de matériaux, plein de technologies, plein de situations physiques différentes pour optimiser d'un point de vue scientifique le design et l'ingénierie de la batterie. D'une certaine façon, pardon de vous interrompre, ça permet de faire les bons choix technologiques. Ça permet de faire les bons choix technologiques et combiné à l'intelligence artificielle de la plateforme, de trouver le design optimal en faisant de l'éco-design de la batterie. Et là, une fois que vous avez votre batterie qui est optimale d'un point de vue design, ingénierie, là, avec le jumeau virtuel de l'usine, vous optimisez tous les process industriels dans l'usine. Et ça vous permet de réduire le matériau que vous allez utiliser en réduisant tout ce qui est waste. Ça vous permet aussi de rendre votre usine plus efficace énergétiquement, donc d'être plus économe en carbone. Il y a une urgence à créer une filière européenne des batteries et on voit que c'est en route. Est-ce que ce n'est pas déjà un peu trop tard? Quand on voit les voitures chinoises qui arrivent, des voitures chinoises qui sont à des prix beaucoup plus compétitifs que des voitures européennes qui sont en train d'arriver sur le marché, notamment français. Alors oui, mais elles sont toutes faites avec la logiciel Dassault Systèmes. Et la technologie Dassault Systèmes est française. Tout à fait. Aujourd'hui, on a un défi en Europe. On produit 1% du lithium, on veut produire 30% des batteries en 2030. Cela dit, déjà, c'est jamais trop tard, parce qu'on n'est pas à la fin de l'innovation sur les batteries. On est encore au milieu. Il y a encore énormément de recherche et développement qui se passe sur les batteries. Donc, les batteries de demain, les batteries de 2030 ne seront pas les batteries de 2025. Ensuite, l'Europe est en train de créer des vrais écosystèmes durables autour de la batterie. Nous, Dassault Systèmes, nous participons à un projet qui s'appelle Icon, avec des entreprises comme Verkor, mais aussi comme ST Microélectronique, ou comme d'autres grands acteurs du lithium, qui permettent de vraiment réfléchir en écosystème. Parce que pour créer un écosystème durable, il ne faut pas non seulement avoir le producteur de batterie, il faut avoir le producteur de lithium, il faut avoir les personnes qui vont recycler, il faut faire ça en coordination avec les producteurs de voitures. Et cette vision écosystémique, nous, en Europe, on est très en avance sur le reste du monde. Alors, les États-Unis, avec l'IRA, sont aussi en train d'investir très vite, mais la Chine n'a pas encore cette vision écosystème. Et par ailleurs, on va probablement être aidé par les régulations que l'Union européenne met en place, qui permettra aux acteurs européens de prendre une longueur d'avance. Je pense au passeport digital. Le passeport digital va obliger les producteurs ou les importateurs de batteries en Europe de donner le bilan carbone de leur batterie. Donc si Verkor produit à 4 ou 5 fois moins de CO2, Verkor a un énorme avantage. Et ça veut aussi dire que, comme pour le RGPD, les acteurs internationaux vont devoir suivre les volontés de l'Europe sur le marché de la batterie. Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que sur le rythme de la transformation, de la transition ou de la transformation environnementale, l'Europe est plutôt mieux-disante. Quand on est industriel, on se dit ça peut être un boulet.
ou au contraire, ça peut être un élément de différenciation et donc un atout? Ça peut être un énorme atout, parce qu'en fait, l'Europe est mieux disante, mais elle va imposer ses standards au reste du monde. Parce qu'il deviendra impossible pour un acteur de batterie européen, américain ou chinois de s'implanter sur le marché européen. Sur le marché européen, qui est un marché de 450 millions de personnes, qui est un marché, en fait, beaucoup plus intéressant que le marché européen, que le marché américain, pardon. On va, en fait, imposer nos normes avec une vraie longueur d'avance pour nos industriels. Donc, ce que nous sommes en train de faire à Bruxelles en ce moment est très intéressant pour notre industrie. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est cette vision écosystémique. Parce qu'un passeport digital pour les batteries ne sera possible que si tous les acteurs travaillent ensemble sur ce passeport. Et alors là, on revient à la technologie, à cette plateforme 3D Experience. Ça permet une sorte de partage sur toute la chaîne de valeur d'un produit. C'est ce que vous pouvez nous expliquer? Exactement. Non seulement ça permet ce partage, et donc le bilan carbone, le bilan matériaux est inclus de facto dans le jumeau numérique, mais ça permet encore quelque chose de plus formidable, qui est la collaboration entre tous les acteurs de l'écosystème sur un même jumeau numérique. Ça veut dire qu'il y a une intelligence collective qui se met en œuvre. Il y a une intelligence collective qui permet aussi de protéger la propriété intellectuelle qui se met en œuvre. Moi, je travaille avec un acteur travaille avec la 3D Experience Platform, il s'appelle Zuri Aerospace. Qu'est-ce qu'ils font? Des avions électriques. C'est une entreprise tchèque et en fait, c'est une start-up. Donc, ils travaillent non seulement avec les collaborateurs de la start-up, mais avec une cinquantaine d'autres acteurs, des suppliers, des chercheurs en R&D dans différentes institutions, qui travaillent tous sur le même jumeau numérique pour faire le jumeau numérique de cet avion électrique. Et cette approche collaborative qui est possible grâce à la plateforme et grâce au cloud va être clé pour le succès de ces écosystèmes durables de demain. On sait qu'il y a des groupes ou des entreprises les plus polluantes qui ont été invitées plusieurs fois par le gouvernement à engager le processus de décarbonation. Là, on parle vraiment d'un système pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Est-ce que pour une industrie qui existe déjà, comment fonctionne le jumeau numérique, comment fonctionne votre technologie pour aider là aussi à accélérer cette décarbonation? Alors, c'est hyper intéressant comme question parce qu'évidemment, on ne va pas détruire toutes les usines et toutes les reconstruire. On est bien d'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire en partenariat avec d'autres entreprises, c'est reconstituer le jumeau numérique d'une usine déjà existante. Et sur la base du jumeau numérique de cette usine déjà existante et d'intelligence artificielle, on est capable d'identifier là où les process coûtent trop cher en carbone, trop cher en matériaux et peuvent être optimisés. Et sur la base du jumeau numérique de l'usine telle qu'elle est aujourd'hui, on est capable de travailler sur des designs optimisés qui rendront l'usine beaucoup plus efficiente en carbone. Donc ça, ce sont des choses que nous faisons déjà actuellement pour certains de nos acteurs. Je pense par exemple à des acteurs comme ArcelorMittal. En Amérique latine, on travaille avec ArcelorMittal à décroître les émissions carbonées issues de leur process industriel, dont vous savez qu'ils sont un peu intenses en carbone. Merci beaucoup, merci Florence Verzelen d'être venue nous présenter à la fois ce jumeau numérique et donc ce partenariat avec Envision Digital. À bientôt sur Bismart. Voilà, on passe tout de suite à notre rubrique Start-up. On part à la pêche tous ensemble. Si, je vous assure. Smart Ideas est la bonne idée du jour. Elle est signée Lucas Demarest. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur de Carnadex, créé fin 2021. Avec quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors le point de départ, donc moi je suis pêcheur. Je fais partie des nouvelles générations de pêcheurs, donc ce qu'on appelle la pêche en no-kill, c'est-à-dire qu'on ne prélève pas, on ne tue pas les poissons qu'on pêche, on les relâche. Et on est parti d'un constat très simple avec Jérôme, qui est mon associé. On s'est rendu compte que la pêche de loisirs, malgré le fait que c'est le 3e sport national, qu'elle génère plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, génère une pollution très importante au plomb, d'abord, et en plastique, en microplastique. Okay. Et donc, fort de ce constat... C'est lié au leurre, ça? Alors, c'est dû au leurre. Les leurres, ce sont des petits appâts artificiels en plastique souple qu'on va fixer sur des hameçons, qu'on va lancer pour générer l'attaque des prédateurs, et donc pratiquer cette fameuse pêche de loisirs. Et donc, on s'est rendu compte qu'à l'échelle de la pêche française, qui est le 3e sport national français, il y a plus d'1,6 million de pratiquants en France, on s'est rendu compte que ça générait entre 200 et 300 000 tonnes de plastique par an.
Ce plastique, il va mettre entre 500 et 1000 ans à se biodégrader. Il va laisser du microplastique derrière lui, il va laisser des phtalates. Et donc, on s'est dit que nous, c'était plus possible. Et on s'est mis à chercher une solution afin de disrupter ce marché, qui, je le rappelle, représente plus de 40 milliards de dollars dans le monde. C'est un marché très important et qui pourtant génère cette forte pollution. Notre solution, elle était simple. On souhaitait disrupter le marché sans pour autant bousculer les habitudes du pêcheur. Donc il fallait garder un leurre efficace, etc., etc. Exactement. Vous avez réagi en pêcheur, en fait, en créant l'entreprise. Exactement. L'idée, c'était de faire un produit fait par des pêcheurs pour des pêcheurs. Ouais. On a un leurre souple, toujours en plastique souple, mais sans phtalates, et qui, au lieu de mettre 500 à 1000 ans à se biodégrader, va mettre quelques années, 2 à 3 ans tout au plus. Et le grand intérêt du cas d'usage qu'on propose, c'est qu'on ne bouleverse pas les habitudes du pêcheur. Le produit va rester intègre dans sa boîte en condition de stockage. En revanche, lorsqu'il est perdu dans l'eau, et seulement lorsqu'il est perdu dans l'eau, eh bien, il va commencer à se faire coloniser par la faune halieutique bactériologique. Ouais. Ça a demandé combien de temps de recherche et développement, de mise au point, voire d'innovation pour arriver à ce produit? Alors, c'est plus d'1 an de travail. On a travaillé avec le laboratoire Wessling, qui est un laboratoire réputé dans ce milieu. Ils nous ont aidés à mettre sur pied en fait, les protocoles nécessaires à l'obtention de la norme ISO 14851, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à l'avoir en France, et on fait certainement partie des premières sociétés dans le monde à l'avoir. Donc cette norme, elle garantit la biodégradabilité de nos produits. En 90 jours de présence dans l'eau, on est en mesure aujourd'hui de dire que 90% du produit est biodégradé. D'accord. Et donc ça a demandé une petite année, c'est ça, de mise au point. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui. Carnadex, vous produisez, vous avez vos premiers clients, vous en êtes tout? Alors, nous, aujourd'hui, on est une société made in France. Ouais. On souhaite participer à la réindustrialisation du pays, qui est urgente. Et donc, il y a ces deux aspects-là, en fait, qui font l'ADN de Carnadex, le made in France et la partie biodégradabilité, innovation. Et donc, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant, ce sont ces deux aspects-là. Et donc, le Made in France, vous fabriquez où? Vous fabriquez comment? Racontez-moi. Alors, on a un atelier à Saint-Germain-les-Arpajons. C'est où ça? Alors, c'est dans le 91, dans l'Essonne. Okay. C'est un département qui nous est cher. Et on espère pouvoir lancer cette gamme. Donc, la recherche fondamentale est terminée, la partie R&D. On vient de la boucler avec Wessling. On a été d'ailleurs en partenariat avec la BPI. On est lauréat de la French Tech. Et donc, on a bouclé cette phase fondamentale. On est prêt aujourd'hui à lancer notre gamme biodégradable sur le marché. Jusqu'à présent, on vendait des produits non bio. L'objectif maintenant, c'est de réaliser la transition au plus vite et aussi de proposer cette solution à des sociétés qui souhaiteraient développer des leurres et les produire en sous-traitance. Sur la partie fabriquée en France, est-ce que ça a été finalement compliqué parce que voilà, il y a un double enjeu, 2 piliers finalement dans la démarche d'entrepreneur que vous nous racontez. Est-ce que ça a été un défi compliqué de trouver les moyens de fabriquer en France? Alors c'est une bonne question. On a démarré au bas de l'échelle en faisant ce qu'on appelle du crafting. Donc le crafting, c'est les leurres de garage. On travaillait avec un micro-ondes, des petits béchers et des injecteurs. Aujourd'hui, on a des méthodes de production qui sont industrielles. On est en train de réaliser notre mise à l'échelle industrielle. C'était moins compliqué qu'on ne le pensait. Il y a un apprentissage métier, bien évidemment, mais la micronisation de l'industrie, aujourd'hui, c'est une tendance actuelle, fait que c'est beaucoup plus facile pour un entrepreneur qui souhaite produire en France aujourd'hui de le faire. Vous avez des concurrents internationaux? Voilà, des gens qui ont eu la même idée que vous, qui se sont dit mais c'est pas possible, je suis un passionné de nature et mon activité pollue. Alors, il y a des sociétés qui proposent des leurres dures. Nous faisons des leurres souples. Donc, ils proposent des leurres dures en résine biosourcée. Voilà, vous avez des sociétés françaises qui le font. Donc, on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée d'aller vers l'environnement, d'être une société à impact. En revanche, sur les leurres souples, il existe aujourd'hui très peu de solutions crédibles. On a des solutions liées à du compostable, d'accord, aux États-Unis, qui ne fonctionnent pas très bien. Et en France, à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Voilà. Ils sont aussi efficaces, on attrape aussi bien le poisson? Ils sont aussi efficaces. On a la même performance que du plastique souple, puisque c'est du plastique. La différence, c'est que notre mix, aujourd'hui, nous permet d'avoir cette biodégradabilité sélective. C'est-à-dire de dégrader le produit lorsqu'il est perdu dans l'eau. Merci beaucoup, Lucas Demarest, et bon vent à Carnadex. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.